C'est un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité, ce Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommet. Les examens de fin d'année approchent à grands pas ce mercredi dans plusieurs écoles de Cotonou. Les responsables et les élèves s'affairent aux derniers préparatifs. Tous se déclarent prêts et à jour dans le programme scolaire. C'est un moment aussi solennel qu'attendu. Ce mercredi, les 133 cardinaux électeurs venus de 110 pays entrent en conclave pour désigner le successeur du pape François, décédé il y a un peu plus de 2 semaines. Vous suivrez dans ce journal les attentes des fidèles catholiques béninois sur le nouveau pape. Et dans le reste du monde, le Soudan a décidé ce mardi de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis qui l'accusent de fournir des armes aux paramilitaires en guerre contre l'armée régulière. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Bientôt, les examens de fin d'année dans quelques écoles sillonnées dans la ville de Cotonou ce mercredi. L'heure est au dernier réglage. Les responsables et apprenants se disent prêts et à jour dans le programme scolaire. Romaric Dossa et Loïc Tulon pour le reportage. En tant que candidat, je ne peux pas bien pour mon CEP. L'année académique 2024-2025 amorce sa dernière ligne droite. Progressivement, nous entrons plein pied dans les examens de fin d'année. Dans les écoles, on fixe les derniers réflexes pour permettre aux candidats d'être mieux aguerris. Actuellement, nous avons fini le programme. Et ce qui se passe cette semaine-là, présentement, c'est le soutien pédagogique. Le soutien pédagogique aux candidats et aux enseignants. Ça veut dire quoi? Le ministère nous a envoyé des cahiers d'activité. Dans ces cahiers d'activité-là, il y a des exercices précis, des activités pour les candidats à l'examen. Ces activités qu'ils doivent mener sous la direction des enseignants. Il y a des activités pour chaque jour et cela va se faire pendant 2 semaines. À partir de cette semaine-là, à partir de lundi. Et c'est ce qui se fait actuellement. Ce n'est pas parce qu'on a fait le tirage au sort qu'on va commencer par courir à apprendre le grimper et l'endurance aux enfants. C'était déjà appris. Seulement qu'on va faire un retour sur les acquis, leur rappeler les techniques de grimper et de vitesse, le mode opératoire, c'est tout. Il n'y a rien de difficile pour les enfants, ils ont déjà l'habitude. Dans les lycées et collèges, le constat reste le même. Au CEG Begame par exemple, les responsables mettent les bouchées doubles pour que tout se déroule sans anicroche. Nous avons exécuté ou fait exécuter les programmes comme il le faut. Nous ne sommes pas en retard. Et la semaine prochaine, le tout dernier devoir de l'année sera exécuté. La semaine prochaine. Le bachotage a commencé, puisque nous avons pris des dispositions comme d'habitude pour accompagner surtout nos candidats. Il y a les travaux dirigés qui ont démarré depuis longtemps, qui évoluent. Il y a tout ça là qui constitue des atouts que nous mettons à la disposition de nos candidats. Donc les enfants sont dans de bonnes conditions, ça évolue normalement. Nous ne craignons rien, n'attendons que de bons résultats. Comme le disait l'autre, l'éducation est la plus grande richesse qu'un parent peut léguer à son enfant. C'est par elle que l'avenir du monde est assuré. Les responsables en appellent donc à une prise de conscience collective des parents et apprenants face aux enjeux. Quand on parle d'un examen, l'enfant a peur, il est stressé. Donc on va demander aux parents de mieux les assister, de mieux les écouter, d'être à leur côté, d'accord, sur tous les plans organisationnels, et le plan sanitaire aussi. On travaille au soleil et on mange à l'ombre, dit-on. Et c'est le moment de travailler pour avoir ce diplôme, ce premier diplôme de leur vie. On n'a pas besoin de courir partout parce que finalement, ils ne retiennent plus grand-chose. Ce que vous arrivez à la maison, vous assimilez pour ajouter un autre. Mais lorsque tu cours partout, tu ne retiens plus rien. Et nous les sensibilisons. On avait commencé cette série de sensibilisation il y a longtemps. Nous continuons de le faire pour leur dire, attention, le bonheur n'est pas ailleurs, c'est avec vous ici.
Si vous finissez avec ce qui est ici, vous avez du temps d'ajouter autre chose, nous ne le refusons pas. Mais ce n'est pas en manquant les cours, en se privant de venir à l'école, que forcément on a le bonheur. Il y a des parents vraiment qui ne sont pas responsables. Hein. Il y en a. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, ils en font à leur tête. Les parents n'ont aucun contrôle de ces enfants-là. Cela existe. Ces parents, nous voulons leur dire que c'est tout au moins, même si c'est l'enfant qui va bénéficier de tout ce qui va sortir de là, c'est leur nom. Alors qu'il faut qu'ils sauvent la face en se rapprochant de ces enfants, en les conscientisant, en leur parlant comme nous, un peu pour les redresser parce que dans cette direction, nous ne pourrons pas obtenir de bonnes choses. D'après le calendrier du déroulement des examens nationaux, au titre de l'année 2025, le CEP démarre le 2 juin, s'ensuit le BEPC une semaine plus tard et le baccalauréat la semaine d'après. Pour les candidats, rien n'est encore perdu si on sait s'y prendre. Direction Palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin appelés à prendre fonction dans plusieurs pays stratégiques. Il s'agit des représentants béninois désignés pour les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Qatar, le Koweït et le Maroc. Ces derniers ont ainsi bénéficié des conseils et orientations du chef de l'État pour révéler le Bénin dans les accords de collaboration internationaux. Suivons ici les propos du porte-parole des ambassadeurs en fin d'audience. Nous venons de sortir de l'audience avec le président de la République. Mes collègues et moi-même, mes collègues qui sont nommés aux États-Unis, au Qatar, en Chine, en Inde et au Maroc comme moi-même et au Koweït. Nous avons reçu du président de la République des instructions qui nous sont nécessaires pour le bon accomplissement de notre mission. Et le chef de l'État, le président de la République, que nous représentons en premier lieu dans nos juridictions, nous a donné des orientations très claires et précises par rapport à la mission de représentation républicaine qui est la nôtre. Il s'agit de faire en sorte que le Bénin soit promu dans la scène internationale sur tous ses aspects. Aspects culturels, économiques, aspects politiques, aspects éducatifs, aspects touristiques. Il nous revient de faire en sorte que l'image du Bénin soit défendue à l'extérieur où nous représentons le pays. En retour, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous soyons des ambassadeurs qui honorent le Bénin à tous égards. Et ça, nous ferons en sorte également que toutes les préoccupations de nos communautés soient les centres d'attention dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Dans le reste de l'actualité, ce mercredi, les 133 cardinaux électeurs se retrouvent dans la chapelle Sistine pour un premier tour de scrutin destiné à élire le successeur de François. En cas de fumée noire, ils se retrouveront ensuite chaque jour pour 4 votes jusqu'à ce que le nouveau pape soit désigné à la majorité des 2 tiers. Voici quelques fidèles catholiques rencontrés dans la ville de Cotonou partagent leurs attentes vis-à-vis du nouveau pape. Suivant. Aujourd'hui démarre le conclave des cardinaux pour élire le nouveau pape. Maintenant, le conclave, c'est la réunion des cardinaux. Mais à la réunion des cardinaux, nous-mêmes, en chrétiens fervents, nous ne pourrons pas dire tout de suite ce qui se passera à l'intérieur. Parce que même avant même d'y entrer, on y entre sans rien. Et même, je dirais que là-bas, c'est même un couvent. Et tu prêtes même serment de jurer que tout ce que tu vois à l'intérieur, même étant cardinal, que tout ce que tu vois à l'intérieur, tu ne pourras pas le ressortir nulle part. Donc, de peur de t'excommunier, d'appliquer des sanctions. Donc, en un mot, comme on le dit, c'est un couvent. Ce que moi j'aimerais, c'est que le pape ait été passé, puis ce qu'ils ont fait, on a déjà vu. Même ce pape qu'on veut lui, donc depuis hier que moi j'avais commencé par prier, pour que ce pape soit un pape social, un pape qui s'est donné et qui se donne à l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint le guide
à faire le travail comme il le faut pour que le grise continue dans son enracinement et pour que qu'il n'y ait plus de problèmes, qu'il maîtrise à savoir comment gérer les chrétiens catholiques. Du moment où c'est l'œuvre du Saint-Esprit, je dirais tout simplement que les cardinaux, une fois réunis, que le Saint-Esprit les guide et qu'il nous donne le pape de notre temps. On sera ravis d'accepter n'importe quel pape, que soit comment dire, son bord géographique. Je voudrais que lui aussi continue dans ce élan-là. Il continue, qu'il soit social, qu'il s'approche surtout des pauvres, parce que si les pauvres n'ont pas la joie de vivre, ça ne donne pas une bonne image. Donc, et si ces gens de personnes s'y trouvent la joie de vivre, ça fait aussi la fierté de l'Église. Ça fait aussi la joie. Donc l'amour est partagé à ce niveau. Autant que nous sommes les chrétiens catholiques, ils sont tenus d'être en prière, de prier pour tous ces cardinaux, de les porter dans leur cœur, de jeûner pour que tout ce qu'on attend d'un nouveau pape soit effectif, que le Saint-Esprit nous guide. En interactualité au Nigeria, le gouverneur de l'État de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste depuis plus de 15 ans, a visité ce lundi le plus grand camp de déplacés de la région. Babagana Zulum a indiqué que le camp de Mouna serait définitivement fermé dans les prochaines semaines. Le reportage. Logé dans la ville de Maïdougouri, le camp de Mouna, le plus grand camp de déplacés de la région du nord-est du Nigeria, sera bientôt fermé, selon l'annonce du gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zulum, en visite ce lundi. Le gouverneur, dans sa stratégie de lutte contre les talibans, a expliqué aux déplacés du camp que la réinstallation était le seul moyen d'éradiquer Boko Haram. Sur les 10 000 foyers recensés en 2024 dans ce lieu, 6 000 familles ont déjà été réinstallées, a-t-il indiqué. Les prochains déplacés recevront une aide comprise entre 25 et 50 € et pourront rejoindre leur famille d'origine ou s'installer dans une communauté sûre. Une réinstallation complète de tous ces déplacés sur les 3 prochaines années est estimée à 2,4 milliards d'euros. Le gouverneur ambitionne depuis 2021 de fermer tous les camps officiels de la ville de Maïdougouri, qui accueillait plus de 80% des près de 2 millions de rescapés du conflit. Entre 2021 et 2024, le gouverneur de cet état du Nigeria a fermé 17 camps de déplacés autour de Maïdougouri. En Afrique du Sud, une nouvelle loi sur l'équité en emploi suscite une levée de boucliers dans le camp de l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition et membre du gouvernement d'union nationale formé au lendemain des dernières élections. Une fois de plus, les désaccords profonds entre deux partis que tout oppose refont surface suivant. En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique DA, principal parti d'opposition, engage un recours en justice contre la nouvelle loi sur l'équité de l'emploi qu'elle juge inconstitutionnelle. Entrée en vigueur en janvier 2025, cette loi permet au ministre du Travail de fixer des quotas raciaux et de genre par secteur afin de favoriser l'accès des Noirs et des femmes aux postes qualifiés et de direction. La DA affirme que ces quotas freinent l'emploi, dissuadent l'investissement et nuisent à la croissance. Elle défend l'attribution des emplois selon le mérite sans tenir compte de la race. Le gouvernement soutient au contraire qu'il s'agit d'un outil essentiel pour corriger les inégalités persistantes depuis la fin de l'apartheid. Les Blancs, qui représentent moins de 10% de la population, occupent encore 66% des postes de direction. Des objectifs sur 5 ans ont été fixés dans 18 secteurs comme les mines où 57,5% des postes de direction doivent revenir à des personnes noires, métisses ou indiennes. Cette bataille judiciaire ravive les tensions dans le gouvernement d'union nationale où la DA est en coalition fragile avec le Congrès national africain. Certains membres de ce parti historique appellent désormais à exclure l'Alliance démocratique, l'accusant de bloquer la transformation du pays. Le Soudan a rompu ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, accusé d'armer les paramilitaires. Ces frappes attribuées par l'armée régulière aux forces de soutien rapide ont endommagé des infrastructures stratégiques du principal port du pays. Suivant.
Le Conseil de défense affilié à l'armée soudanaise a déclaré mardi vouloir couper les liens entre le Soudan et les Émirats arabes unis. Cette annonce intervient à la suite d'accusations de l'armée selon lesquelles Abu Dhabi soutient les forces de soutien rapide, FSR, rivales dans la guerre civile qui sévit dans le pays. Le Conseil de défense a accusé les Émirats arabes unis de fournir au FSR des armes stratégiques et de pointe qui leur ont permis de mener des frappes destructives sur des installations dans la ville de Port-Soudan depuis dimanche. Une escalade majeure dans le conflit qui dure depuis 2 ans. Les Émirats arabes unis ont nié à plusieurs reprises ces accusations. Le Conseil a ajouté qu'il avait décidé de déclarer les Émirats arabes unis État agresseur, précisant qu'il se réservait le droit de répondre à l'agression par tous les moyens afin de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Le chef de l'armée soudanaise Abdul Fattah al-Burhan a déclaré lors d'une allocution télévisée depuis Port-Soudan, devant un panache de fumée sur les installations portuaires endommagées: nous disons à ceux qui ont attaqué le peuple soudanais que le temps de la vengeance viendra et que le peuple finira par l'emporter. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a relancé plusieurs des mesures emblématiques de sa politique migratoire. Aujourd'hui, l'administration républicaine mise sur une méthode qui rompt avec l'image traditionnelle des expulsions forcées, inciter les sans-papiers à partir d'eux-mêmes avec une aide financière à la clé. Le reportage. L'administration Trump a lancé une initiative visant à encourager les personnes en situation irrégulière à quitter volontairement les États-Unis. Ce programme prévoit le versement d'une prime unique de $1000 ainsi qu'une assistance au voyage pour les migrants qui déclarent leur intention de partir via l'application mobile CBP Home. Cette application, développée par le département de la sécurité intérieure, permet aux utilisateurs de signaler leur volonté de retour et de suivre le processus de rapatriement. Cette approche vise à réduire les coûts associés aux expulsions forcées, estimés à plus de $17 000 par personne. Les migrants utilisant l'application seront également considérés comme moins prioritaires pour la détention et l'expulsion, à condition de démontrer des progrès significatifs vers leur départ. Toutefois, des experts en immigration mettent en garde contre les conséquences potentielles de cette démarche. Ils recommandent aux migrants de consulter un conseiller juridique avant d'envisager cette option. Voilà qui met un thème à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.